Cette émission vous est présentée par Eurex, cabinet d'expertise comptable. Les clés pour valoriser son patrimoine et créer de la valeur, on passe à l'action avec Fabien sur Radio Grand Lac. Bienvenue sur Radio Grand Lac 92.1, de retour pour une émission économique puisque nous allons revenir notamment sur la question de l'or physique et de l'énergie aujourd'hui pour faire le point un petit peu sur le contexte de marché. Alors effectivement, l'or physique qui tutoie les plus hauts en ce moment, plus de 3000 $ l'once. Est-ce que c'est toujours une bonne affaire? Alors évidemment, on va en discuter ensemble. Vous noterez bien que dans cette émission, il ne s'agit pas de conseils financiers ni d'appel à l'épargne. Il ne s'agit pas non plus de vous encourager à acheter telle ou telle action, mais bien d'agiter des idées, de réfléchir ensemble et de voir les scénarios qui sont possibles. Alors effectivement, dans ce scénario-là, l'or physique reste et demeure un des actifs à considérer et à détenir dans son portefeuille pour trois grandes raisons. Tout d'abord, clairement, nous sommes en train de passer d'une phase où nous avions le dollar monnaie de référence à finalement le dollar qui ne va plus tout à fait être la monnaie de référence et qui surtout ne va plus être un actif refuge. Eh bien, dans cette période-là, qui est une période similaire à celle qu'on a vécue entre 1850 et 1920, puisqu'on se souvient que entre 1850 et 1920, avec l'apogée en 1944, la livre sterling avait quitté son rôle de monnaie refuge, de monnaie de référence pour laisser sa place au dollar américain. Et bien dans cette période-là, l'or physique avait augmenté de 300% en livres sterling, montrant bien que lorsque l'on est dans une phase de changement, lorsqu'on est dans une phase de considération, de changement de ces dollars, de ces monnaies de référence, il y a un gain à faire pour l'or physique dans la monnaie et dans les monnaies qui sont en train possiblement de se déprécier. Alors, pourquoi le dollar est en train de perdre son statut d'actif refuge? Eh bien, comme je vous l'ai dit, pour trois grandes raisons. La première, c'est que jusqu'ici, le dollar était synonyme de sécurité juridique. Vous investissiez en dollars américains lorsque vous étiez un Chinois, un Brésilien, un Indien, parce que vous aviez à cœur de protéger vos encours et que vous vous disiez que s'il y a bien un pays dans lequel on respectait le droit de propriété, si cher à John Locke, le philosophe et sociologue écossais, c'était forcément aux États-Unis. Et c'est vrai que le gel, on en a beaucoup parlé dans cette émission, le gel des 50 milliards de dollars d'actifs russes par les États-Unis a soulevé de nombreuses questions, notamment parmi les pays émergents, qui se sont dit à quoi cela sert-il d'avoir des dollars si on peut les faire piquer par les États-Unis à tout moment. Donc c'est vrai que première raison, la raison pour laquelle aujourd'hui les investisseurs naturellement se détournent du dollar américain et privilégient l'or, c'est clairement parce que le dollar était synonyme de sécurité juridique et qu'il ne l'est plus. Alors deuxième raison, c'est que le dollar était indispensable pour acheter de l'énergie. En tant que pays, qu'est-ce que vous vouliez? Vous vouliez avoir de l'énergie et du dollar à tout moment pour être capable, du dollar à tout moment pour pouvoir vous payer ce pétrole et vous assurer qu'à n'importe quel moment, vous puissiez posséder de l'énergie. Or aujourd'hui, les transactions d'énergie ne se font plus exclusivement en dollars, puisqu'on sait que aujourd'hui, ce n'est plus que 80% des transactions mondiales qui se font en dollars. Alors où sont passés les 20% alors que jusqu'ici c'était 100%? C'est parce que les principaux exportateurs d'énergie fossile, par exemple la Russie et l'Arabie Saoudite, vendent leur pétrole à l'Inde et à la Chine dans leur monnaie de référence, respectivement en roupies et en renminbi. À quoi bon détenir des dollars si on peut acheter son pétrole dans sa monnaie locale? Donc si demain vous êtes un Brésilien, vous êtes un Cambodgien, vous êtes un Vietnamien, si vous pouvez payer, ou un Thaïlandais, si vous pouvez payer votre pétrole en Thaï baht, pourquoi acheter du dollar? Et donc forcément, tous ces flux qui allaient en direction du dollar n'y vont plus et doivent trouver naturellement, puisque tout investisseur doit avoir dans son portefeuille des actifs dits antifragiles ou des actifs robustes, c'est-à-dire des actifs qui vont progresser face à la crise, et donc nécessairement le dollar est remplacé petit à petit par l'or dans ces monnaies-là.
Et puis le troisième et dernier point sur la question de l'or, c'est le dollar jusqu'ici était nécessaire pour acquérir les meilleures armes du monde. Or, la réalité, c'est que les États-Unis n'ont plus gagné une guerre depuis la guerre de Corée. Plutôt un match nul qu'une victoire d'ailleurs. Les conflits récents ont mis en avant l'importance de missiles supersoniques et des drones. Sauf que ce sont deux technologies qui sont davantage maîtrisées par les adversaires des Américains, la Russie et la Chine, que par les États-Unis eux-mêmes. Les investisseurs se rabattent donc désormais sur l'or plutôt que sur le dollar. Enfin, quand on parle de dollar en tant que monnaie, en tant qu'obligation d'État américaine en période de stress, parce que finalement, pourquoi j'irais acheter du dollar pour les trois raisons que je vous ai évoquées. Donc, si je dois acheter un actif antifragile, j'achète directement de l'or parce que, comme le dirait très bien John Pierpont Morgan, le fondateur de la banque JP Morgan, eh bien, finalement, l'or, c'est de la monnaie et tout le reste, c'est du crédit. Donc, l'or physique reprend un rôle décisif dans les portefeuilles. Alors, les auditeurs les plus fidèles, les auditrices les plus fidèles, les auditeurs les plus fidèles, et puis également mes clients, prospects qui doivent m'écouter en direct sur Radio Grand Lac, doivent se dire, oui, mais vous n'avez pas toujours dit ça, Fabien. Alors, j'ai toujours dit que l'or devait conserver une fraction importante, enfin une fraction existante dans les portefeuilles, entre 5 et 10% jusqu'ici. C'est vrai qu'on pourrait considérer de le monter entre 20 et 25% des portefeuilles, parce que les choses ont changé. Et comme dirait un économiste britannique, John Maynard Keynes, quand les faits changent, qu'est-ce que vous faites, vous ? Moi, je change d'avis. Et donc, effectivement, aujourd'hui, on ne peut que considérer l'or et on doit considérer l'or dans les portefeuilles. Alors, attention, parce que pareil, je sais que parmi mes auditrices et auditeurs, il doit y en avoir qui se disent « Ouais, mais du coup, on n'a qu'à faire tout sur l'or ». Et bien évidemment, non. Comme on l'a vu ensemble dans la stratégie de construction de portefeuille, un bon portefeuille, c'est un portefeuille qui vit et qui traite différents points. L'or en est un, mais ce n'est évidemment pas l'unique à considérer. Et on voit bien que dans l'histoire, d'ailleurs, quand on est en période d'inflation, eh bien, c'est là où l'or va performer et va avoir des éléments de performance qui vont être notables. Si vous prenez une grande période d'inflation qu'on a connue, qui est par exemple les années 70 à 80, eh bien, on a l'or qui a nettement performé les obligations d'État américaines, puisque quand vous prenez le ratio or marché obligataire, donc vous prenez le cours de l'once d'or et vous le comparez au marché obligataire, eh bien vous voyez que vous pouvez atteindre sur une base 100 quasiment 1600 entre 70 et 80, c'est-à-dire que l'or est très nettement supérieur à la valeur du marché obligataire américain, parce qu'on est dans une partie inflationniste. On retrouvera le mouvement inverse quand, entre 1985 et 2000, on va être dans une phase de désinflation, de perte, de baisse des prix, puisque, rappelez-vous, la désinflation, qu'est-ce que c'est ? C'est simplement la baisse des prix, mais c'est surtout cette période-là, entre 85 et 2000, le moment où on passe de taux d'intérêt à 18% à des taux d'intérêt quasiment à zéro, avec notamment, dans les années 2000, la crise et la bulle Internet. Donc, en résumé, dans cette première partie, on se fait un petit update, une petite mise à jour ensemble sur Radio Grand Lac 92.1. On passe à l'action. Et qu'est-ce qu'on est en train de se dire ? On est en train de se dire que l'or physique, finalement, eh bien, c'est quelque chose qu'on a envie de considérer, c'est quelque chose que l'on a envie de renforcer dans les portefeuilles, tout en restant raisonnable et en pouvant monter jusqu'à 25% maximum des compositions des portefeuilles. Alors ça, c'est le premier point sur lequel effectivement on peut parler. Le deuxième point aujourd'hui, c'est la question de l'énergie. Alors j'ai souhaité prendre la parole parce que sur la question de l'énergie, notamment des sociétés pétrolières américaines, le vrai sujet, c'est qu'il y a une erreur de raisonnement qui n'est pas une interprétation, mais qui est une erreur de raisonnement et qu'on va démontrer dans cette émission. C'est-à-dire que j'ai lu beaucoup d'analyses selon lesquelles une récession entraînerait une baisse des prix du pétrole. Et ça, c'est faux. Les crises économiques, à l'inverse, partent toujours d'une hausse du prix de l'énergie, si bien qu'avoir peur qu'une récession économique se produise et penser que les actions pétrolières vont baisser est très clairement paradoxal. En gros, on peut pas avoir de récession économique avec un prix du baril WTI tel qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire aux alentours de $60. C'est pas possible. Historiquement, c'est pas possible. Il y aura une crise économique quand on aura une augmentation du prix de l'énergie supérieure à sa moyenne historique. À ce moment-là, on approchera de la croissance de la récession économique. Et forcément,
effectivement, à ce moment-là, dans un premier temps, vous aurez les sociétés pétrolières qui, évidemment, profiteront de tout ça et auront une performance majeure. Je vous donne quand même quelques chiffres pour que vous puissiez mesurer. On a une première récession économique aux US en 1975, enfin 1973-1975, c'est le premier choc pétrolier. Et pourquoi on a cette récession économique ? C'est que quelques années avant cette récession économique, qui durera de 73 à 76, on a un prix du baril du pétrole qui passe de $3 pour monter quasiment à $10. Et donc forcément, on a une augmentation significative du prix du baril qui va générer une récession économique. Alors, j'entends toujours mes auditrices et auditeurs qui me disent « Ouais, mais Fabien, quel est le lien entre l'augmentation du prix du baril, la récession économique ?» La croissance, c'est de l'énergie transformée. Si votre électricité coûte 2 à 3 fois plus cher, si votre pétrole et votre essence coûtent 2 fois plus cher, les machines que vous faites fonctionner vont forcément coûter 2 à 3 fois plus cher. Donc évidemment, c'est un facteur clé. Et donc, ce qu'on est en train de se montrer, puis on va prendre un autre exemple, c'est que, évidemment, si les prix du pétrole augmentent, qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez avoir une récession économique, mais avant, vous allez avoir une augmentation du cours des sociétés pétrolières. Donc, vouloir ne pas acheter aujourd'hui de sociétés pétrolières, alors américaines, je vais vous expliquer pourquoi, c'est quelque part prendre le pari ou prendre la position que d'un côté, chaque fois qu'il y a eu une crise, que les crises économiques ne vont pas être provoquées par la même chose qu'historiquement, point 1, ou alors c'est prendre le pari, si vous êtes d'accord avec moi, et si vous êtes d'accord avec mon analyse historique, de ne pas se couvrir contre une hausse du prix de l'énergie. Donc quand on construit un portefeuille, on est sur plusieurs scénarios et on doit se couvrir. En tout cas, j'invite les auditrices et auditeurs à y réfléchir. On doit se couvrir à une augmentation du prix de l'énergie. Sinon, c'est une prise de risque inutile. Et donc, tous ceux qui peuvent avoir aujourd'hui du Exxon, du Chevron, du ConocoPhillips, du Schlumberger, du Shell, du BP, les 2 dernières sont pas américaines. Quelque part, même si je vous invite pas à les acheter, clairement, et que ce ne sont que des exemples que je vous précise, ce sont plutôt des bonnes idées à avoir aujourd'hui dans les portefeuilles. Et alors, on reprend une autre crise économique qui, pour vous, j'en suis sûr, n'a rien à voir. En 2008, on a une énorme récession économique. C'est la fameuse crise des subprimes. Et donc, on est allé regarder avec mes équipes quel est le comportement de l'énergie sur cette période-là. Eh bien, sachez que en 2005, le prix de l'énergie est à peu près à $60 le baril. Et avant la récession économique, le prix du baril passe à quasiment $140 le baril. C'est-à-dire que la crise de 2008 n'a pas été provoquée, ou le déclencheur n'a pas été provoqué par la crise immobilière, uniquement. Il a été provoqué surtout par l'augmentation du prix de l'énergie. C'est l'augmentation du prix de l'énergie par rapport à sa moyenne historique, ou en tout cas par rapport à sa moyenne précédente, qui nous amène à déclencher une récession économique. Donc en 2005, j'ai un prix du baril qui est à $60, avec une moyenne historique qui se situe dans ces eaux-là. Le prix du baril passe soudainement à $140, j'ai une récession économique. Donc tous ceux qui disent vendons ou shortons ou n'investissons pas dans les sociétés pétrolières parce qu'il va y avoir une récession économique, eh bien ils prennent le pari. Déjà c'est intellectuellement faux, sachons-le, sur Radio Grand Lac 92.1, et de 2, ils prennent le pari que tout ce qui s'est passé historiquement depuis les 60 ou 80 dernières années ne va pas se produire. Eh bien moi, c'est un risque que je vous laisse seul capable d'appréhender ou de mesurer. En tout cas, moi, c'est personnellement pas un risque que je prendrais, mais encore une fois, ce n'est pas un conseil sur boursier sur Radio Grand Lac 92.1. On est simplement là pour réfléchir et pour essayer d'estimer les choses. Alors, sur les sociétés américaines, effectivement, beaucoup d'inquiétudes. Des sociétés comme Schlumberger ont perdu 20% depuis le début de l'année. Des sociétés comme Exxon, moins 15%, moins 14%. Donc, les sociétés pétrolières américaines ont vu leur cours de bourse dévisser. Donc, les investisseurs sont clairement convaincus qu'une récession économique se prépare et que la consommation de pétrole va donc diminuer. Et comme on vient de l'expliquer, c'est tout à fait faux. C'est tout à fait faux et quelqu'un qui voudrait réfléchir à ces problématiques-là pourrait se dire que être exposé en partie aux sociétés pétrolières américaines, c'est plutôt en réalité une très bonne idée.
ou en tout cas une idée à considérer. Alors, premier argument, l'entrée en récession dans le monde est clairement loin d'être évidente. Alors, si on considère que, effectivement, dès qu'il y a une récession économique, il y a une baisse du prix du pétrole, on pourrait se poser la question, effectivement, de se dire que ça serait plutôt une bonne idée d'investir dans les pétrolières parce que la récession économique n'est pas prévue. Alors, je sais que vous êtes impatient d'avoir cette information et c'est une information que je vous donnerai après une rapide pause musicale où nous continuerons l'analyse du portefeuille dans un contexte macroéconomique chahuté. Mais après tout, à défaut d'avoir des vagues sur notre lac du Bourget, autant qu'on en est sur les marchés financiers. À tout de suite. Nous, c'est aussi la radio de l'identité locale. Radio Grand Lac. Les clés pour valoriser son patrimoine et créer de la valeur, on passe à l'action avec Fabien sur Radio Grand Lac. On revient sur Radio Grand Lac 92.1, on passe à l'action. Eh bien, nous étions sur le sujet des sociétés pétrolières américaines. Et donc, la question de savoir est-ce une bonne ou une mauvaise idée d'être investi et d'être exposé aux sociétés pétrolières américaines. Et on le répète, il ne s'agit en aucun cas d'un appel financier à l'épargne ou d'un conseil en investissement, simplement une réflexion que l'on mène ensemble sur les ondes de Radio Grand Lac 92.1. Et comme on l'a dit, premier argument, l'entrée en récession du monde est loin d'être évidente. Les valeurs pétrolières américaines ont été sanctionnées sans raison. Et oui, comme on l'a vu plus d'une fois sur Radio Grand Lac 92.1, la zone d'Asie du Sud-Est est actuellement en plein boom. Et comme on vient de le voir tout au début de cette émission, le prix d'un baril est évidemment bien trop bas pour qu'on puisse avoir une récession économique. Deuxième argument qui est probablement l'un des plus importants, c'est que les majors pétrolières américaines offrent un niveau de valorisation attractif avec des dividendes récurrents. Quand vous voyez aujourd'hui une société comme Exxon, 458 milliards de capitalisation boursière, elle se négocie à un prix de l'ordre de cette année d'EBITDA pour un dividende 2025 et 2026 qui est de l'ordre de 3,77, 3,92%. Donc ça reste des très bons investissements sur lesquels vous touchez régulièrement des coupons, vous touchez régulièrement des compléments de revenus. Donc ça se considère d'autant plus que quand on se dit que Exxon est négocié à 7 années d'EBITDA, ce qu'on est en train de se dire, c'est que Exxon se vend au prix d'une société type PME, ETI, non cotée, avec un risque de faillite que l'on pourrait trouver à Aix-les-Bains, à Chambéry, à Annecy, à Lyon ou à Paris. Et évidemment, on ne parle pas de la même chose entre Exxon d'un côté, géant pétrolier, quasiment 500 milliards de dollars de capitalisation boursière, et l'ETI et la PME de la région. Donc ça veut dire qu'on achète vraiment pas cher une société qui a une histoire et qui a traversé les crises avec beaucoup de ténacité. Rappelons que la particularité d'Exxon, c'est que si vous prenez Exxon en 1960, en 1970, en 1980, en 1990, en 2000, en 2010 et en 2020, j'ai terminé, eh bien Exxon se situe toujours au moins dans les 20 plus grosses sociétés mondiales. Donc c'est un sacré gage de persistance. Donc j'aurais pu en citer d'autres, bien évidemment. J'ai choisi Exxon et Chevron, Exxon et Exxon particulièrement, Chevron qui est son numéro 2, 250 milliards de capitalisation boursière, offre un dividende de 5% et se négocie à peu près au même prix qu'Exxon. Donc c'est quand même des jolies sociétés que je vous invite évidemment à considérer. Et ce qui est très intéressant dans ces sociétés, c'est que finalement, si on reste sur la thématique du dividende, puisque vous avez compris que les pétrolières américaines ou les pétrolières d'une manière générale, c'est historiquement des sociétés qui vont nous permettre d'avoir un gain, d'avoir une performance lorsque finalement les situations économiques vont se dégrader. Mais en attendant la récession économique, il faut quand même qu'on ait du gain, nous, en tant qu'investisseurs. Donc on va avoir un dividende dont on a évoqué, mais on va avoir un dividende aussi qui se maintient dans la durée. Et pourquoi il se maintient dans la durée ? Parce que finalement, le ratio entre le montant des bénéfices réalisés par la société et le montant des dividendes réalisés est de l'ordre d'environ 70% dans ces sociétés. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que une société comme Chevron, par exemple,
elle ne distribue que 70% de son bénéfice. Le reste est réinvesti dans la société. Le reste est utilisé pour des investissements qui, par la suite, auront l'option de réaliser de meilleurs investissements et de faire prendre de la valeur à la société. Donc ça, c'est notre deuxième argument. Ça nous permet d'avoir des compléments de revenus et finalement de progresser. Le troisième argument, évidemment aussi important, c'est que historiquement, on sait que les réserves stratégiques des différents pays et notamment des principaux producteurs, notamment avec les États-Unis, sont au plus bas. Donc les réserves stratégiques de pétrole, c'est la partie pétrolière que va mettre de côté un pays comme les États-Unis, avec l'ambition finalement de l'utiliser lorsqu'ils en auront besoin. C'est historiquement au plus bas, en grande partie parce que disons que Joe Biden, pour assurer l'élection de Kamala Harris, voulait certainement maintenir un prix de l'énergie assez bas pour éviter des mécontentements au moment des élections. Cela n'a pas fonctionné, mais certainement que Joe Biden, plutôt que d'acheter du pétrole, a préféré inonder le marché de pétrole avec ses réserves stratégiques de manière à s'assurer que les prix ne flambent pas. Et c'est vrai que depuis 2009, les sociétés pétrolières, de toute façon, ont fait chuter leurs investissements annuels dans la recherche de nouveaux gisements d'énergie fossile. On est quand même passé de 700 milliards à 300 milliards de dollars d'investissement par an. Donc, une pénurie à venir d'énergie fossile est pas quelque chose d'impossible. Alors, quand je dis ça, qu'on soit clair, parce que quand je le dis, souvent tout le monde me dit avec un raisonnement très malthusien, finalement, il y aura jamais des énergies illimitées de pétrole dans le monde. Bon, ça, franchement, on le sait pas. À la limite, si on a des informations, c'est plutôt dans le sens inverse, à savoir qu'au contraire, il y a bien une quantité assez forte d'énergie fossile dans le monde. Mais surtout, en fait, ce que je veux dire par là, c'est que on a plusieurs choses qui se combinent pour une augmentation du prix du pétrole qui serait favorable à nos pétrolières qu'on aurait en portefeuille. La première, c'est qu'on a des réserves stratégiques de pétrole qui sont au plus bas. La deuxième, c'est que comme on n'a pas assez fait d'investissement ces dernières années, au final, il y a des gisements, mais on les a pas exploités. Et le temps qu'on remette la machine en route, ça nous prendrait du temps. Et il y aurait peut-être une pénurie de pétrole. Et puis le troisième point, c'est qu'aussi, il y a des événements géopolitiques aujourd'hui qui nous amène à considérer que si demain Vladimir Zelensky décidait de ne pas respecter les différents traités et de balancer des bombes sur les infrastructures russes gazières ou pétrolières, ça pourrait avoir des problématiques assez fortes. Idem si l'on raisonnait sur le conflit entre Israël, entre autres, et l'Iran. Donc ça, c'est aussi un point à considérer qui va plus dans le sens effectivement de ces éléments-là et d'une augmentation du cours du pétrole. Alors, c'est vrai qu'on a parlé de l'or physique, on a parlé du pétrole, que vous aurez compris comme étant fondamentalement quelque chose qui nous protégerait d'une augmentation du prix de l'énergie. C'est vrai qu'aujourd'hui, personne n'intègre dans les analyses le fait que le prix du pétrole puisse monter. Et si c'était le cas, effectivement, ça serait dans une situation assez difficile. Et puis, il reste notamment le yen, la devise japonaise. Alors, le yen, beaucoup de gens ont parlé, beaucoup de gens se sont exprimés, comme souvent. Alors, c'est vrai que je suis assez interpellé, moi, parce que, je vais rassurer peut-être tous nos auditrices et auditeurs, ou en tout cas, rassurer tous ceux qui sont les prophètes de misère. Mais comme dirait John Keynes, encore lui, sur le long terme, que se passe-t-il ? Nous sommes tous morts. Donc, effectivement, on finira toujours on finira tous, effectivement, au même endroit. Donc la stratégie qui consiste à dire à chaque fois qu'il y a une crise économique, à chaque fois qu'il y a un mouvement boursier, c'est 1929, tous aux abris, il va y avoir un krach boursier, finalement ça commence à devenir un petit peu habituel et usé, et en plus souvent assez faux, puisque comme je vous l'expliquais, il n'y a aucun ratio qui nous amène à considérer sur Radio Grand Lac 92.1, à l'heure où je vous parle, j'ai aucun ratio sous les yeux qui me dit qu'il va y avoir un krach boursier. Ça ne veut pas dire que je me trompe pas, attention, mais ça veut dire juste que les ratios en question, le prix de l'énergie, nous amènent quand même à considérer qu'une crise telle 1929 n'est pas tout de suite à l'ordre du jour. Bref, le yen devise japonaise. Alors on a entendu sur le yen devise japonaise beaucoup de choses, à commencer par le marché obligataire chinois va s'effondrer, les Japonais ne vont pas arriver à se financer. Bon, alors tout d'abord rappelons que les Japonais ne sont pas endettés. Le Japon n'est pas endetté. Pourquoi ? Parce que 100% de la dette japonaise est détenue par des Japonais.
Si moi j'emprunte 1 million d'euros à ma grand-mère et que j'emprunte 1 million d'euros à mon père et à ma mère, je me retrouve avec 2 millions d'euros d'endettement. Mais est-ce que la famille Giroud est endettée ? Bah non, puisque c'est de la dette interfamiliale. Eh bien, le Japon, c'est exactement la même chose. Donc, dire que le Japon va avoir une crise de liquidité, dire que le Japon va avoir une crise de solvabilité, parce que les prix, enfin le cours et les taux de rendement et les taux au Japon montent, c'est absolument stupide. La raison pour laquelle les taux sont en train de monter, c'est qu'il y a une anomalie de marché dont on a évoqué plus d'une fois ici. Donc quand je dis les taux sont en train de monter, c'est les taux longs, excusez-moi. Donc les taux longs, on est passé de 1,50 sur 30 ans aujourd'hui, à peu près 3% sur 30 ans. Donc partant de ce principe-là, évidemment, les taux d'intérêt montent. Si les Japonais étaient endettés auprès de l'extérieur, comme d'ailleurs nous le sommes nous en tant que Français, au passage, eh bien évidemment, ils pourraient avoir un sujet. Mais en fait, ce que veut juste faire le gouvernement japonais, c'est petit à petit inviter l'énorme afflux de capitaux japonais qu'il y a à l'étranger, les ramener petit à petit sur le continent japonais. Pourquoi ? Parce que au bout d'un moment, eh bien, on ne peut pas avoir un yen au niveau où il est. Ce n'est pas possible. Alors, ce n'est pas possible que le yen reste à 160, 163, 164 par rapport à l'euro. Ce n'est pas possible. D'ailleurs, pourquoi ce n'est pas possible ? C'est parce que si vous regardez l'évolution du dollar par rapport au yen ou du yen par rapport au dollar, il n'y a pas si longtemps que ça, pour $1, j'avais 170 yens. Et aujourd'hui, j'ai $1. Pour $1, j'ai 130 yens ou 140 yens. 130 yens, je crois. Excusez-moi. Ce qui veut dire qu'il y a déjà une partie du chemin qui a été fait sur le dollar. Alors, la raison pour laquelle ça n'a pas été fait sur l'euro, c'est qu'en fait, on a aujourd'hui un problème de marché qui est que beaucoup de fonds d'investissement européens ont vendu leurs actifs aux États-Unis pour les rétablir en Europe parce qu'ils n'ont pas d'autre endroit pour les mettre. Alors vous allez me dire, quand on raisonne sur un fonds d'investissement norvégien, un fonds d'investissement hollandais, un fonds d'investissement suédois, c'est ridicule, mais c'est vrai. C'est-à-dire que aujourd'hui, ils ont vendu du Microsoft, des obligations d'État américaines, du Apple, du Oracle, etc. Les sommes sont vendues, elles sont rapatriées en Europe et ils se regardent et ils disent mais qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? On achète de l'euro. Et donc forcément, l'euro progresse par rapport aux autres devises, dollars compris, et a progressé notamment par rapport au yen, ou en tout cas se maintient, ce qui dans les autres devises, évidemment, a évolué. Donc, il n'y a pas de sujet en fait. Il n'y a même pas de sujet en fait. Il n'y a même pas de sujet sur le yen, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que les taux d'intérêt montent que le Japon va faire une crise de solvabilité. Au contraire, j'ai envie de vous dire, c'est une très bonne nouvelle pour tous ceux qui, éventuellement, auraient écouté la première émission du 31 décembre 2023 où je suggérais que le yen pourrait être une idée, en tout cas à considérer. Pour tous ces personnes-là, eh bien finalement, c'est plutôt une très bonne nouvelle. Alors, en attendant, le yen ne rapporte rien. Oui, c'est vrai. En attendant, le yen ne rapporte rien, même si l'année dernière, pour ceux qui possédaient du yen, ça leur a rapporté 4%. Par exemple, s'ils étaient rentrés aux alentours d'avril ou de mars. Mais certes, en attendant, ça ne rapporte rien. Mais lorsqu'on réalise un investissement, il y a deux manières de le faire. Soit j'investis en discutant de l'intensité, de la densité de l'écume. En gros, je raisonne et je regarde à 1 centimètre de mon nez. Ou alors, j'investis en considérant l'évolution des marées, c'est-à-dire en déterminant les tendances structurelles. Et ce n'est pas un conseil en investissement, mais c'est une tendance structurelle que de vous dire que le yen est majoritairement décoté par rapport à l'euro et que la vraie valeur du yen, elle est forcément aux alentours de 110, 130 yens. Quand est-ce que ça va survenir ? Si je le savais, je ne serais pas en train de vous parler sur Radio Grand Lac 92.1, mais c'est une tendance qui doit et qui va se produire parce que ce n'est pas possible que le yen reste à ce niveau-là, tout simplement parce que ça déséquilibre le commerce mondial. On a eu la discussion sur le Big Mac, on a eu la discussion sur différents éléments, notamment la question des voitures. Mais c'est certain effectivement que au bout d'un moment, les Chinois, les Coréens, les Cambodgiens vont en avoir marre de perdre contre le yen, contre les sociétés japonaises lorsqu'il y a des exportations. Donc ça, il faut quand même bien l'entendre, bien l'intégrer et effectivement faire les ajustements associés. Je
je pense vraiment, il y a quelque chose à considérer sur le yen. Il y aura plusieurs facteurs déclencheurs dans l'augmentation du yen. Très clairement, déjà, le fait que les taux longs soient à quasiment 3%, alors qu'ils étaient à 1,50 il n'y a pas si longtemps, donc taux long, taux 30 ans, c'est déjà un signal avant-coureur que les taux 1 an vont augmenter. Dans l'économie, on sait que quand les taux montent, long monte, au bout d'un moment, les taux courts finissent par suivre. Donc déjà, ça, c'est un premier élément avant-coureur. Il y a un autre élément avant-coureur qui est que si demain, le prix de l'énergie augmentait, le gouvernement japonais serait obligé de remonter ses taux pour réévaluer la monnaie et maintenir un certain niveau de vie aux Japonais. Parce qu'un yen aussi faible, ça veut dire que les Japonais sur place, qui consomment des produits divers et variés, et notamment des produits exportés partout, enfin les produits qui viennent de l'extérieur, ils ont un niveau de vie qui est pas top à l'heure où on se parle. Ils ont des difficultés pour maintenir leur niveau de vie. Donc forcément, si demain, en plus, ils avaient un prix de l'énergie qui monte, forcément, effectivement, ils auraient une problématique et on pourrait avoir une montée du yen. Le yen aussi bas est une anomalie de marché, comme l'était d'ailleurs le franc suisse dans les années 70, entre 70 et 80, c'est-à-dire des anomalies de marché assez fortes. Et donc, on va conclure cette émission avec la dernière classe d'actifs dont on a consacré une émission entière et dont vous savez que votre serviteur pourrait parler assez fortement, qui est effectivement les sociétés cotées chinoises qui sont à considérer dans le contexte. L'économie chinoise, comme on l'a souvent dit ici en matière d'économie, c'est ce qu'on appelle un scénario à triple mérite. Pourquoi ? Parce que son premier mérite, c'est d'avoir une balance commerciale très largement positive. On va voir ce que ça implique. La deuxième, c'est d'avoir une balance commerciale. La deuxième, c'est d'avoir une balance commerciale qui est largement positive, comme je l'ai dit, mais surtout le deuxième mérite, c'est d'avoir des taux d'intérêt de crédit qui baissent progressivement. Et puis le dernier mérite, et qui n'est pas des moindres, c'est qu'effectivement le yuan est une monnaie solide et corrélée à l'or. Et si on commence par le troisième mérite, c'est voir que finalement la parité entre le yuan et l'or, c'est très clairement maintenu dans le temps à partir de 2012 en fait. Donc quand vous avez une monnaie dont la parité face à l'or ne bouge pas, c'est que vous avez une monnaie qui commence à devenir solide et qui commence à devenir effectivement avec un petit étalon or. Et vous pouvez le voir aussi autrement, si on le présentait avec un angle différent, c'est que le renminbi a vu sa parité se maintenir contre le dollar américain aux alentours de 7,30 yuan. Donc $1 donne 7,30 yuan. Et en fait, c'est d'autant plus fort que cette performance, elle est à noter car l'écart entre le rendement des obligations d'État chinoises et américaines n'a cessé de s'accroître. C'est-à-dire que aujourd'hui, j'ai des obligations d'État chinoises qui sont passées de 2013, disons-nous, à maintenant de 4% à 1,6%. De l'autre côté, j'ai des obligations américaines qui sont passées de 2,5% à 4,6%. Donc, d'un côté, j'ai les Chinois qui donnent un moins bon rendement à leurs épargnants sur 10 ans. De l'autre, j'ai les Américains qui, au contraire, augmentent leur rémunération. Donc, ça veut dire que si vous êtes un investisseur international, normalement, vous auriez une tendance à aller vendre vos yuan pour acheter du dollar, puisque les Américains vous donnent du 4,6%. Aujourd'hui, les Chinois vous donnent du 1,6%. Qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez naturellement aller sur celui qui vous rapporte le plus. Sauf qu'en fait, c'est pas le cas, puisque comme je vous l'ai dit, sur la même période, le renminbi s'est maintenu contre le dollar à 7,30. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les investisseurs du monde entier se disent la même chose que tout le monde est en train de se dire depuis un petit moment, c'est-à-dire que la monnaie chinoise est solide et que même si elle rapporte moins, sa réalité économique est plus forte. Vous avez deux manières de considérer un investissement, deux paramètres dans votre investissement. Vous avez le rendement, le taux d'intérêt de cet investissement, et vous avez aussi le taux de change de votre investissement, dans quelle monnaie il est libellé. Et en fait, ce qu'on est en train de se dire là, c'est que la monnaie chinoise est sacrément solide. Ensuite, la question des barrières douanières, elle est à intégrer, pas des barrières douanières, pardon, de l'excédent commercial, elle est à intégrer de manière très simple. Aujourd'hui, quand vous avez un excédent commercial de 1000 milliards de dollars par an, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vous vendez des biens au reste du monde
pour 1000 milliards de plus qu'ils vous en achètent. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la Chine, aujourd'hui, elle finance une partie de ses acquisitions aux Américains et aux Français en souscrivant à des obligations d'État américaines, en souscrivant à des obligations d'État françaises, et qu'il suffirait simplement qu'ils arrêtent de réaliser ces investissements-là. Il suffirait simplement que le gouvernement chinois arrête de souscrire à de la dette française ou simplement un peu moins, ou à de la dette américaine. Et qu'est-ce que vous auriez ? Vous auriez des flux de capitaux forts qui reviendraient en Chine, puisque tout l'argent qui est investi en dollars reviendrait naturellement en Chine et ferait monter la monnaie yuan, avec ce que ça pourrait impliquer en termes de hausse pour le marché action chinois, puisque si vous avez des sociétés compétitives qui sont libellées dans une monnaie qui a une force connue mais qui serait renforcée par rapport à ce que j'ai dit, et là vous auriez un marché qu'on appelle bullish, dans des proportions qui seraient très intéressantes, et nul doute que tous les économistes de comptoir et les commentateurs de Roland-Garros ne comprendront pas pourquoi c'est en train de se faire. Et puis pour conclure sur la Chine, et puis pour conclure également cette émission, dans le scénario à triple mérite, on a vu la balance commerciale excédentaire, on a vu la monnaie qui est de très grosse qualité, et évidemment on ne pouvait pas passer sur ce dernier argument, l'argument important, qui est le fait qu'aujourd'hui, comme je l'ai déjà dit, nous avons 2000 milliards de cash qui dorment tranquillement sur des comptes bancaires en Hong Kong et en Chine, et qui à tout moment, s'ils décidaient d'être redéployés sur des sociétés chinoises notamment, ou sur des investissements chinois, permettrait d'avoir ce fameux scénario à triple mérite, une compétitivité forte mentionnée par cette balance commerciale, une monnaie qui est dévaluée mais qui pourtant est déjà très forte, des taux d'intérêt qui sont historiquement très bas, puisque comme on l'a vu, on est passé de 4,6% à 1,6%, et en plus du cash prêt à être investi par les différents épargnants chinois. Tout ça pourrait nous donner, et je vous laisserai le seul juge, un marché haussier dans des proportions assez importantes. Autant faut-il ne pas oublier quelque chose de très important, c'est que nous ne sommes pas là pour regarder et analyser les écumes, parce que quand on raisonne et quand on prend des décisions juste en regardant le bout de son nez, on finit toujours par tomber en bas de la falaise. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on détermine des tendances structurelles dans l'économie et qu'on analyse la marée. C'était Fabien Giroux en direct de Radio Grand Lac 92.1. On passe à l'action. Radio Grand Lac, votre radio locale. C'est sur le 92.1 en DAB et sur l'application 100% gratuite.